Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier atelier consacré aux dispositifs d'aide et de financement à destination de vous, entreprises agroalimentaires implantées en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes précisément. Nous essaierons de consacrer les 10 dernières minutes à vos questions. L'ambition de cet atelier, c'est non pas de viser l'exhaustivité, impossible en 45 minutes, mais de vous donner un panorama, et on l'espère, le plus lisible possible. J'ajoute que des liens internet dans la présentation qui va suivre donc renvoient vers les dispositifs qui seront évoqués tout au long de cette présentation et que cette présentation vous sera envoyée à vous qui nous suivez en présentiel et également en distanciel à l'issue de cet atelier. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos trois intervenants, à commencer par Sylvie Bonin, chargée d'affaires et innovation chez BPI France. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous intervenez donc notamment sur le territoire de l'Auvergne et de la Loire, notamment donc auprès d'entreprises agroalimentaires. Aurélie Maury est également avec nous. Vous êtes chef de projet à la région Auvergne-Rhône-Alpes et en charge d'un des 8 domaines d'excellence, les DOMEX, issus de la stratégie régionale économique, en l'occurrence celui qui s'intitule Agriculture, agroalimentaire, forêt. Et enfin, notre grand témoin entreprise avec nous, Claude Gagnol, directeur, filière céréalière et achat chez Limagrin. Limagrin Ingrédients, qui est une filiale du groupe Limagrin, spécialisée, on le rappelle, dans les ingrédients céréaliers. Merci à vous trois d'être avec nous. Alors on va passer justement à la présentation en régie et je vous propose de démarrer par un zoom sur le périmètre d'intervention des dispositifs d'aide que nous allons évoquer avec vous pendant 45 minutes. Et l'idée, c'est de se concentrer sur les entreprises dites en développement, vous le voyez, c'est-à-dire qui ont plus de 3 ans, grosso modo, avec 4 principales thématiques qu'on va évoquer aujourd'hui. L'innovation au sens large, et notamment la R&D, les investissements, et notamment les investissements matériels, et puis le sujet de la croissance externe, le rachat d'entreprises, et enfin le développement à l'export. Alors, il est important de souligner que la filière agroalimentaire présente des caractéristiques spécifiques, une activité qui est fortement capitalistique, vous le savez, avec un retour sur investissement qui est généralement sur un temps long, et une filière qui est considérée comme stratégique, notamment pour les enjeux d'autonomie alimentaire. En conséquence, il existe un soutien politique fort auprès de la filière agroalimentaire avec des aides spécifiques, notamment sous forme de subventions. On va y venir ensuite, aides qu'on ne retrouve d'ailleurs pas forcément, en tout cas pas dans les mêmes proportions, concernant d'autres filières de l'industrie. Alors Claude Gagnol, justement, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier retour entreprise sur votre projet qui a permis notamment d'obtenir des financements publics ? Alors le projet que nous avons développé consiste à construire un moulin de blé tendre d'une capacité de 110 000 tonnes, ce qui représente grosso modo une possibilité de transformer presque la moitié de la production qu'il y a dans la région Limagne. Et ce moulin donc a été décidé, la construction a été décidée dans le cadre d'une filière céréalière intégrée Limagrin qui commence de la génétique et qui va jusqu'aux produits transformés, puisque dans notre entreprise, dans notre groupe, nous avons une entreprise qui s'appelle Jacquet-Brossard et qui utilise largement ces blés, dont un site important industriel est installé à proximité de Clermont-Ferrand. Donc dans cette filière, nous partons de la génétique, puisque le groupe Limagrin est un spécialiste de la génétique. Nous avons aussi les agriculteurs qui produisent les matières premières, puisqu'ils sont adhérents de la coopérative Limagrin, et la coopérative Limagrin, c'est la maison mère du groupe Limagrin. Ensuite, vous avez l'étape première transformation, donc c'est l'entreprise Limagrin Ingrédients dont je fais partie, et donc qui investit dans ce moulin. C'est l'étape de première transformation qui consiste à prendre le grain qui vient des agriculteurs, qui a été collecté par la coopérative Limagrin, et qui ensuite nous est livré au quotidien pour être transformé en farine. Et ensuite, ces farines vont par exemple chez Jacquet. Et bien entendu, ce projet se fait dans un contexte donc d'accompagnement du marché, en l'occurrence Jacquet, la croissance Jacquet, puisque Jacquet a des projets importants de développement local, mais aussi d'autres cibles de marché comme l'artisanat, puisque nous sommes acteurs aussi en boulangerie artisanale, mais aussi sur les marchés du baby-food, et puis diverses activités, je dirais, agroalimentaires. Donc on est sur une activité de première transformation où il y a une forte exigence de sécurité alimentaire, de performance technologique, et à cela, donc, on a ajouté aussi une étape innovation, puisqu'on va développer des blés nutritionnels, une nouvelle génétique de blé qui vont permettre d'apporter des valeurs ajoutées nutritionnelles sur les produits finis, entre autres le pain. Et donc cet investissement a pris en compte les caractéristiques technologiques qu'il fallait pour transformer ces blés.
Un autre pan de ce projet concernait l'environnement, puisque en fait, on va regrouper dans un seul gros moulin 2 plus petits moulins qui existaient, et donc on va réduire notre empreinte carbone. Et en plus, ce projet s'inscrit dans une nouvelle façon d'aborder la production des matières premières et de les transformer à travers des paramètres environnementaux, donc une nouvelle charte Limagne qui va consister à réduire l'empreinte carbone, entre autres, de répondre à des attentes santé et nutrition et le partage de la valeur. Donc tout ça a été pris en compte dans cet investissement. Nous sommes adressés à 3, je dirais, grands guichets pour soutenir ce projet. La région, l'Europe, donc avec le FEADER, et puis au niveau national avec la BPI et le plan de relance. Bon, juste pour en terminer sur cette brève présentation, ce projet nécessite beaucoup de ressources, certes, en amont, mais même si on est dans un groupe qui a des ressources, on a été, je dirais, très heureux de pouvoir partager le soutien de différentes instances, et on s'est entouré d'instances locales comme des comités de communes, le RLV par exemple, et puis tout de suite après, bien sûr, la région, la BPI, etc. Donc on s'est entouré, même si, je le répète, on a quelques ressources importantes dans les grandes entreprises, ce qui n'est pas le cas des PME souvent. Après, il y a un point qui est à gérer, c'est la temporalité des choses. Et là, il faut préparer les projets, et donc on pourra en parler plus largement tout à l'heure. Mais il n'y a pas de petits projets, que ce soit pour une PME ou un grand groupe. Il faut s'entourer, il faut préparer les projets et se faire accompagner. Et on a été très sérieusement accompagné par les différentes instances qui sont réunies, entre autres, autour de ce plateau. Vous faites bien de le rappeler, de l'importance de se faire accompagner. Alors comment, en tant qu'entreprise agroalimentaire, bien définir votre stratégie de recherche de financement dans le cadre de vos futurs projets? On va rentrer dans le vif du sujet donc avec nos 2 intervenants sur ma gauche. Peut-être Aurélie Maury, je me tourne vers vous, notamment pour insister sur l'importance de bien répondre aux attentes des financeurs publics. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important de prendre en compte les attentes des financeurs publics qui s'expriment à travers différentes politiques, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou au niveau régional. Donc là, on a cité quelques exemples un peu pour la filière agroalimentaire agricole, comme les process agro-industriels, comme la répartition de la valeur ajoutée, l'aspect environnemental, mais surtout aussi pouvoir répondre aux nouvelles attentes des consommateurs sur tout ce qui est produits santé, bien-être, par exemple. Donc c'est important d'avoir ces éléments en tête aussi pour avoir des financements publics dans le cadre de votre projet. Et donc il est aussi important de répondre aux attentes des acteurs financiers privés. Sylvie Bonin. Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les financeurs qui vont étudier le dossier, ils ne vont pas regarder que le projet en lui-même, ils vont regarder bien sûr l'adéquation avec le marché, mais ils vont surtout regarder aussi le porteur de projet. Est-ce que l'entreprise a les reins assez solides pour porter le projet? Autrement dit, est-ce qu'elle a les moyens humains et surtout les moyens financiers? Est-ce que la société est en bonne santé financière? On va étudier le plan de financement pour voir comment elle compte financer ce projet, donc c'est des choses qu'il faut aussi avoir en tête. Je vous propose maintenant de parcourir les différents accompagnements proposés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, à commencer par l'aide au Conseil pour les industries agroalimentaires. Aurélie Maury, en quoi cela consiste-t-il concrètement ? Alors là, les dispositifs qui vont vous être présentés au niveau de la région, c'est des dispositifs qui vont vous aider en fait à mieux construire votre projet. Donc l'aide au conseil, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens en interne d'avoir une réflexion un petit peu stratégique. Donc c'est une aide au conseil pour faire appel à un prestataire. Donc c'est un accompagnement à 50% à hauteur de jusqu'à 20 000 €, donc ce qui est quand même assez conséquent, sur différentes thématiques. Ça peut être un accompagnement stratégique, vous voulez lancer un nouveau produit, vous voulez un nouveau mode de commercialisation, voilà, donc c'est divers et varié et c'est un accompagnement assez conséquent et c'est ciblé pour les PME qui voilà, n'ont pas les moyens en interne d'avoir les compétences sur ces thématiques-là, ou le temps. Et il existe un autre dispositif d'accompagnement au conseil qui est un petit peu plus large en termes de thématiques couvertes et qui s'adresse d'ailleurs pas qu'uniquement aux entreprises agroalimentaires. Aurélie, vous allez nous présenter le dispositif « Être accompagné dans mon projet Industrie du futur ». Donc là, c'est un dispositif complémentaire qui est effectivement pas ciblé uniquement industrie agroalimentaire, mais toute industrie, et plutôt c'est un accompagnement technique sur un aide au conseil sur différentes thématiques de l'industrie du futur. Ça peut être la robotique, ça peut être aussi l'approvisionnement local, comment mieux intégrer les
fournisseurs. On en a un petit peu parlé dans d'autres ateliers tout à l'heure. Donc c'est un accompagnement pareil de 50% à hauteur de 16 000 €. Et là, il y a des prestataires qui sont référencés, contrairement au premier où vous pouvez choisir votre prestataire. Là, il y a des spécialistes sur différentes thématiques et ça aide les études de faisabilité, les expertises, les preuves de concept. Voilà, c'est assez divers et varié. Si en tant que chef d'entreprise, vous cherchez à injecter des fonds propres dans votre entreprise, le dispositif Réussir ma levée de fonds, opéré par le MEDEF, Auvergne-Rhône-Alpes et cofinancé par la région, peut vous intéresser. Aurélie, peut-être un petit mot là sur l'accompagnement proposé. Donc, contrairement aux deux autres dispositifs, c'est un accompagnement qui était individuel. Là, il va être collectif. Donc, ça va être un accompagnement 4 jours et demi en collectif et 4 jours en individuel pour justement, sur le côté financier, consolider vos fonds propres, comment obtenir de nouveaux financements, comment valoriser votre entreprise. Donc là, c'est plus un accompagnement collectif, mais sur l'aspect financier, levée de fonds spécifiquement, ce qui, dans l'industrie agroalimentaire, peut aussi être important. Des accompagnements sont également proposés au niveau de l'État, et là je vais me tourner vers l'opérateur BPI France. Notamment, on souhaitait évoquer aujourd'hui avec Sylvie Bonin l'accélérateur agroalimentaire, dont la 3e promotion va commencer à la fin du printemps, et il s'agit d'un programme sur 18 mois, c'est bien ça ? Oui. Alors c'est juste pour le citer, savoir que ça existe, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un petit peu élitiste en termes de critères. Ça s'adresse à des sociétés qui sont déjà bien implantées et qui veulent amorcer une phase d'accélération. Alors, il se trouve qu'il y a un accélérateur dans la thématique agroalimentaire, donc c'est bien d'avoir ça en tête. Par contre, c'est des entreprises qui doivent avoir au moins 10 salariés, plus de 3 ans et qui font déjà 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, d'où ce côté un peu élitiste. Et l'idée, c'est d'accompagner les entreprises en conseil, en formation et sur la mise en relation. On vient d'évoquer les dispositifs d'accompagnement. Je vous propose maintenant de nous tourner vers la partie financement, qu'on a essayé de segmenter en 4 grands points. Donc, une partie innovation, on peut financer donc l'innovation, la R&D notamment, la partie investissement matériel, tout ce qui est lié au sourcing en matières premières, et puis enfin le financement du développement de l'entreprise de manière générale. Alors, sur la partie financement, donc il y a plusieurs dispositifs de financement côté BPI France, on va en reparler dans quelques instants avec Sylvie Bonin. Vous voyez aussi apparaître le dispositif R&D Booster, 2 mots pour vous dire qu'il s'agit d'aides sous forme de subvention de la région ou d'un prêt à taux zéro de BPI France qui permet de financer une partie de vos dépenses d'équipement, de frais de sous-traitance également. Si vous avez en tant qu'entreprise un projet collaboratif, c'est-à-dire qui mobilise une autre entreprise de la région et un organisme de recherche régional. Évoquons aussi les PIA, les programmes d'investissement d'avenir. On parlera tout à l'heure dans le détail d'un de ces appels à projets d'AAP Besoins alimentaires de demain avec Sylvie Bonin. En tout cas, ces aides sont sous forme de subventions d'une part et d'une part d'avances remboursables. Et sachez aussi qu'une version régionalisée de ces programmes d'investissement d'avenir est en cours de déclinaison avec notamment un appel à projet, vous le voyez, qui s'appelle Transformation des PME par l'innovation et qui permet de financer des projets d'innovation à l'échelle d'une seule entreprise sans dimension collaborative nécessaire. Toujours en matière d'innovation, je vous le disais, on allait en reparler avec Sylvie là, sur les dispositifs d'innovation côté BPI France avec ce qu'on appelle l'AFI, dans le jargon, les aides à la faisabilité pour les industries agroalimentaires. Sylvie Bonin, en 2 mots là, sur ce dispositif. Alors, c'est un dispositif qui a été conçu par BPI France avec le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Il est là pour accompagner les entreprises qui ont un projet de R&D dans toutes les phases de faisabilité. Donc on est très amont. L'idée, c'est d'accompagner toutes les dépenses de R&D, que ce soit les coûts internes, c'est-à-dire les salaires des personnes qui vont travailler sur le projet, les matières premières, les consommables, mais toutes les prestations externes de faisabilité, alors qu'elles soient juridiques, techniques, économiques, peu importe, c'est vraiment toutes ces dépenses-là. Et on intervient entre 40 et 50% de toutes ces dépenses sous forme de subvention jusqu'à 50 000 €. Voilà. Donc c'est vraiment important et il y a un focus qui est mis quand même sur la transformation alimentaire, sur des projets qui ont un lien assez fort avec l'amont agricole.
2 autres dispositifs, toujours côté BPI France, avec l'avance innovation et le prêt innovation R&D. Sylvie. Donc ça, c'est des aides au développement à l'innovation. Ça peut être la suite de l'aide à la faisabilité qu'on a vue juste avant. Là, on accompagne également les mêmes types de dépenses, tout ce qui est lié à la R&D, même une partie d'investissement. Là, on interviendra sur les amortissements des investissements. Selon la taille de l'entreprise, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que notre cible, c'est toute entreprise de moins de 2000 personnes, c'est le régime qui veut ça, en consolidé. Donc au niveau du groupe, il faut vraiment consolider les effectifs. Et donc selon la taille de l'entreprise, on interviendra entre 40 et 50% de toutes ces dépenses, avec un minimum de 50 000 € et un plafond qui est de 3 millions d'euros. Il y a un autre plafond qui est également les fonds propres de l'entreprise. Et donc là, voilà, c'est soutenir tout le projet d'innovation pour aider l'entreprise à mettre au point son nouveau produit, son nouveau process, toute forme d'innovation dans le domaine, quel que soit le domaine, et en particulier donc, dans l'agroalimentaire. Et je vous en parlais en introduction là, sur ces dispositifs de financement de l'innovation, donc dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Notamment, là, on va faire le focus sur un des appels à projets qui s'intitule « Besoins alimentaires de demain ». Ça consiste en quoi, Sylvie, à peu près ? Alors, c'est un appel à projet qui est ouvert là jusqu'en mars, et il y aura une deuxième vague jusqu'en juin. L'idée, c'est d'accompagner soit des projets individuels, donc une seule entreprise, soit un consortium, donc des entreprises et des labos, donc 4 axes de développement qui ont été ciblés donc, dans le cadre de la stratégie d'accélération alimentation durable et favorable à la santé. Là, l'intervention, elle va dépendre également de la taille de l'entreprise, du fait qu'on est sur des travaux amont ou aval, du fait qu'on est en individuel ou en collaboratif. Mais là, on intervient avec un mix de subventions et d'avances récupérables. Je vous propose maintenant de passer au financement de l'investissement matériel. Il y a plusieurs leviers, alors évidemment l'autofinancement, le financement bancaire, mais au-delà de ces leviers, et puis aussi le crédit paille auquel il faut penser, il existe d'autres solutions. Alors il y a les aides sous forme de subventions directes, notamment de l'Europe, on en reparlera dans quelques instants avec Aurélie Maury, puis avec le témoignage de Claude Gagnol. Il y a aussi des aides, sachez-le, pour financer la transition énergétique de votre industrie. L'idée, c'est de vous aider à remplacer des installations énergivores par des technologies plus performantes. Et là-dessus, il y a des subventions, notamment de l'ADEME, qui peuvent varier de 10 à parfois jusqu'à 50%. Et c'est important de les avoir aussi en tête. Sur le FEADER, je vous en parlais sur la subvention directe. Alors justement, Aurélie, quelle est la prise en charge? Quelles sont les modalités de prise en charge? Et puis quels sont les investissements éligibles? Alors, pour rappel, le FEADER, c'est le Fonds européen agricole pour le développement rural. Donc, je vais vous présenter différentes mesures et la mesure sur les investissements aux industries agroalimentaires, qui est une mesure spécifique. Il faut savoir que ça marche par appel à candidature avec des critères de sélection. Les fonds européens, ça marche sur des programmations de 7 ans. Donc, on arrive à la fin de la programmation actuelle, on va passer à la précédente. Donc, on est un peu en période de transition. Là, le prochain appel à candidature, enfin actuel en tout cas, est jusqu'au 30 juin. Il y aura des comités de sélection en septembre et à l'automne. Donc si aujourd'hui vous avez des projets sur des investissements productifs, on va dire qu'il y a la fenêtre de tir pour y aller. C'est des accompagnements qui peuvent aller jusqu'à 40% d'aide. Alors c'est à voir en fonction de la typologie d'entreprise, des produits, mais c'est un maximum. Et effectivement, il y a des comités de sélection. Et ce qu'il faut avoir en tête, ce qui est quand même important, c'est que les fonds européens, c'est un paiement à la fin de votre projet. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez les moyens financiers d'avancer le projet. Et il y a un paiement à la fin. Donc ça, ce n'est pas tout à fait anodin. Et simplement quelques mots rapides sur la programmation à venir, qui sera lancée au premier trimestre 2022. Les taux, les critères ne sont pas encore définis aujourd'hui. Donc là, voilà, en cours jusqu'au 30 juin, il y a un appel à candidature, c'est ce qu'il faut retenir. Et la prochaine programmation sera prévue d'ici là. Voilà. Et un élément important à rappeler, les fonds européens, aujourd'hui, il y a un guichet unique pour déposer votre dossier, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi ? Parce que c'est l'autorité de gestion qui gère les fonds européens. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez pour ce dossier-là à la fois des fonds européens, des fonds régionaux, mais aussi des fonds départementaux.
Et au lieu d'avoir 3 guichets, vous avez un seul point d'entrée et un seul point d'accueil. Alors Claude Gagnol, justement, le groupe Limagrin a bénéficié de ce dispositif en 2021. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le montant obtenu, puis sur les investissements qui ont été éligibles? Alors, donc d'abord l'investissement, il portait sur 24 millions d'euros. Donc on a sollicité 3 guichets, comme je disais, le guichet donc région, le guichet Europe et ensuite le guichet national. Et à partir de là, donc il faut s'adresser aux bonnes institutions, si je puis dire, pour faire en sorte que les dossiers soient pertinents et répondent bien aux raisons d'être de ces aides ou de ces soutiens financiers. Donc nous avons perçu au total donc 2,4 millions € de subventions, dont 400 000 € via le FAEDER et 200 000 € de la région. Donc il y a 600 000 € qui ont été drainés au niveau régional. Ces aides ont porté principalement sur des équipements. Donc des équipements spécifiques qui sont installés dans la partie meunerie. Et elles sont faites aussi dans un contexte local, donc de dynamiser une activité régionale, locale, réindustrialiser le local. Donc ce qui participe à la motivation de ce projet. Parce que comme l'a dit Aurélie, tous les candidats ne sont pas élus. Il y a une sélection des dossiers et donc c'est les meilleurs dossiers qui l'emportent. D'où l'importance d'avoir une approche très pertinente je dirais, de la demande et derrière donc d'être très argumenté et donc de préparer les dossiers. Et pour ça, il faut bien décrypter le format de l'aide et d'où l'importance d'être accompagné dans le décryptage de ces aides disponibles et la préparation des dossiers. Et ensuite, il y a la partie aussi contrôle, c'est-à-dire qu'il faut une authenticité des choses. D'abord, si on travaille sur devis, déjà ne pas signer des devis avant d'avoir présenté des dossiers, et il faut que les chiffres soient factuels, parce que derrière, il y aura des contrôles, des audits qui sont faits pour valider la véracité des chiffres qui sont avancés. Voilà, donc c'est non négligeable, ces aides, comme vous pouvez l'imaginer. Mais une fois de plus, on a à gérer une temporalité dans le sens où quand on fait un projet d'investissement, je pense que c'est valable pour n'importe quelle structure d'entreprise, on ne base pas un projet d'investissement sur les aides qu'on risque d'avoir. Il faut que le projet soit déjà performant et rentable avant d'aller, je dirais, rechercher des aides. D'autant plus que ces aides, on ne les connaît pas toujours à l'avance. Nous, on a un plan de marche qui est des plans moyen terme sur 3 ans, voire 5 ans en termes de projet chez Limagrin. Et donc, ça veut dire que d'ici 3 ans ou 5 ans, on ne sait pas les aides qui seront disponibles. Donc, ça veut dire qu'il faut, au moment où on est prêt, il faut y aller. Et là, il faut se donner les moyens de chercher, de décrypter et de se faire accompagner. Donc voilà, donc nous ça s'est bien passé, mais c'était pas un sujet facile. Et une fois de plus, il faut avoir des personnes compétentes et qui connaissent très bien les thématiques pour nous aiguiller, trouver le bon guichet et après travailler le dossier guichet par guichet. Merci Claude Gagnol. Alors on va passer au troisième axe. On a parlé du financement de l'innovation, du financement des investissements, notamment matériels et productifs. Parlons maintenant du financement de la constitution de filières avec Aurélie Maury. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui existe en matière d'aide ? Alors sur la constitution de filière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau de la région, il y a une délibération très récente qui a été votée au mois de décembre sur la relocalisation industrielle. Alors aujourd'hui, on est dans le cas quelque chose de cadré, mais il y aura des déclinaisons opérationnelles à venir et les industries agroalimentaires pourront aussi être concernées sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est important à avoir en tête. Il y a des financements spécifiques sur les filières France Agrimaire aussi qui existent. Je vois que vous avez le lien dessous. Et je voulais vous parler du programme d'investissement d'avenir PIA 4, donc là aussi régionalisé, sur l'accompagnement et les transformations des filières. Donc là, c'est plutôt des projets quand même assez conséquents pour des installations qui puissent être utilisées par les entreprises de la filière. Donc ça, les modalités opérationnelles seront ouvertes courant mars 2022. Donc on a fini le PIA 3, on passe au PIA 4. Voilà, donc on est plutôt sur des projets quand même collectifs avec un seul porteur et des projets d'envergure ça peut être des installations partagées qui rendent service aux entreprises de la filière. Voilà. Merci Aurélie. Je précise que sur les dispositifs de financement France Agrimaire, je crois que Nathalie Prouny de la DRETS et Jean-Yves Couders de la DRAF au niveau de l'État sont présents dans la salle, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux aussi à l'issue de cet atelier pour échanger sur ces dispositifs.
Quatrième axe de financement, globalement, c'est celui du développement de votre entreprise. Et donc, on a évidemment à chaque fois les leviers, de l'autofinancement, du financement bancaire. Alors, sur le financement bancaire, sachez aussi qu'il existe la garantie BPI France de prêt bancaire qui vous permet de faciliter l'octroi d'un prêt. La région et BPI France lancent dans quelques jours un nouveau prêt, sachez-le aussi, un prêt relance qui s'appellera le prêt relance Auvergne-Rhône-Alpes pour les TPE et les PME de plus de 3 ans et qui aura un taux largement bonifié, proche de 0%, et avec un prêt qui peut aller jusqu'à 300 000 € sur une durée de 5 à 7 ans avec un différé d'amortissement, c'est-à-dire que sur les premières à deuxième années, vous ne remboursez pas le prêt. Sur l'export, c'est aussi important d'en parler. La Team France Export avait aussi un stand de l'autre côté de la cour tout à l'heure pour ceux qui étaient en présentiel qui déjeunaient ici. Donc il existe des aides spécifiques. Donc il y a les chèques relance export sur plusieurs milliers d'euros pour financer une partie de vos dépenses à l'export, une partie de vos actions collectives sur des salons. Il y a aussi l'assurance prospection de BPI France. On a quelques minutes d'avance. Peut-être, je ne sais pas si on peut en dire un petit mot, Sylvie, sur à quoi ça sert ou... Alors l'assurance export, ça permet de financer tous les frais que vous allez avoir sur des pays ciblés. C'est une avance de trésorerie sur tous les frais de démarche, études de marché, besoin de, j'allais dire, oui, les frais de salon, les commerciaux qui sont liés à ça. Et après, le remboursement se fait en fonction du chiffre d'affaires que vous avez généré suite à cette phase d'export. Et puis l'apport en fonds propres, c'est aussi une possibilité de faire rentrer au capital des investisseurs extérieurs. Il y a des fonds d'investissement privés dont certains sont présents sur la région, notamment à Lyon et Clermont-Ferrand, et qui connaissent bien le tissu économique régional et notamment aussi agroalimentaire. Sachez, et je le précise, qu'il existe le fonds souverain Auvergne-Rhône-Alpes qui a été lancé l'an dernier par le président Laurent Wauquiez et qui permet en minoritaire, en fait c'est un véhicule d'investissement qui a été abondé par de l'argent notamment public et notamment régional, qui est géré par un fonds d'investissement privé, en l'occurrence Ciparex, et qui permet d'apporter des tickets d'investissement tout en restant minoritaire de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 7 millions d'euros pour les plus grosses PME, ETI situées en région et en région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui donc permet de financer le développement, l'export, les recrutements et les investissements matériels notamment. Et puis un mot sur le crowdfunding, avec notamment, il existe plusieurs plateformes. Sur la région, on a la plateforme régionale Un Site Financement, avec donc des tickets d'investissement de l'ordre de 100 000 €, qui permet de mobiliser de l'argent de business angel, également de l'argent citoyen, on peut tous investir aussi. C'est aussi une solution de financement et d'apport en fonds propres qu'il est important de préciser aujourd'hui. Je crois qu'on est un petit peu en avance. Alors justement, si vous avez des questions, on va se tourner vers la salle, si on peut rallumer un petit peu la lumière. On vous écoute. N'hésitez pas, on a l'occasion là d'aborder plusieurs points. Je regarderai également en distanciel, je crois qu'on a plusieurs questions aussi. Alors, justement, là sur le distanciel aussi, j'en profite le temps que les micros circulent dans la salle. Il y a une question là qui vient de tomber, qui nous indique quel dispositif d'accompagnement pour les associations qui souhaitent développer des projets locaux agricoles. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre autour de la table ou si... Alors les associations, nous on peut intervenir à partir du moment où elles ont un modèle qui est de travailler comme les entreprises. C'est-à-dire un modèle économique, parce que comme les aides, la majorité des aides qu'on a doivent être remboursées, il faut que l'association, à un moment donné, puisse rembourser. Donc si elle a un modèle économique qui lui permet, on peut accompagner. Alors il y a une question, monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour. Charles-Henri Nicolas, Société Arbium. On a développé un projet qu'on espère pouvoir déployer en région Auvergne-Rhône-Alpes sur la construction d'une première unité industrielle de production de protéines. Je voulais savoir par rapport au fonds FEADER, comment est-ce qu'il pouvait s'articuler aussi éventuellement avec le plan de relance et notamment vis-à-vis des assiettes de dépenses éligibles qui peuvent être déjà pris en compte par le plan de relance
ou d'autres types de financement, mais en fait, comment est-ce que ça peut venir s'articuler les uns avec les autres? Merci pour votre réponse. Alors, peut-être un premier élément de réponse, c'est vrai qu'en financeur, on regarde un petit peu les différentes assiettes éligibles dans des projets. Et en fait, généralement, par rapport aux bases réglementaires des de minimis ou autres, ce qu'il est plus facile de faire, c'est parfois de scinder les dépenses éligibles selon les dispositifs. Alors après, il faut regarder en détail votre projet, hein, mais c'est essentiellement ce qu'on essaie de faire aussi, de ne pas prendre en fait la même dépense éligible pour qu'elle soit sursubventionnée de manière publique et qu'elle dépasse des taux d'intervention réglementaires. Voilà. Alors, je peux peut-être compléter. Oui. Si sur cette même assiette de dépenses, vous êtes accompagné, on va dire, à 20% d'aide publique, on peut très bien imaginer un cofinancement public de encore 20%, ce qui fait que votre projet au total, il n'y aura que 40% d'aide publique, donc ça c'est possible. L'idée, c'est de ne pas cumuler les aides publiques et de ne pas dépasser le plafond réglementaire. Vous ne pouvez pas faire financer à 100% votre projet par une aide publique. Voilà. Oui, c'est un point de vigilance à bien avoir en tête. Merci pour cette réponse, Sylvie Bodin. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On avance, on a du temps, donc n'hésitez pas si vous avez des projets à partager avec des questions spécifiques sur le financement. On est à votre écoute. Pas de questions particulières sur le financement? Et je regarde en ligne si on avait d'autres questions, mais a priori la régie ne m'a pas fait descendre d'autres questions. Alors peut-être si jamais il y a d'autres questions, on reviendra dans quelques secondes, mais pour vous dire, là, si on peut remettre la présentation au niveau de la régie, 2 événements vont à ne pas rater au niveau de l'agroalimentaire, donc avec un webinaire, donc le 4 mars prochain, voilà, vous allez le voir. Ça apparaît là, donc sur notamment le financement de vos projets d'innovation qui est organisé par le Cluster Bio et Innovalliance. Et puis le 7 avril aussi, un autre webinaire sur les bonnes pratiques pour bien préparer votre future levée de fonds avec un certain nombre d'acteurs du financement et notamment un site financement que je vous évoquais il y a quelques instants et puis le fonds Angelor. Donc toutes les infos sont à retrouver sur le Cluster Bio. Alors on a évoqué beaucoup de dispositifs. Sachez qu'à l'Agence de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes, on est à votre entière disposition. On a une équipe de chargés d'affaires qui est répartie sur les 11 antennes et qui couvre les 12 départements de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à nous solliciter, vous voyez le numéro vert qui s'affiche. Et vous pouvez également retrouver toutes nos coordonnées sur le site auvergne-rhône-alpes-entreprise.fr. Pas d'autres questions dans la salle a priori et pas de questions non plus en ligne. On a un petit peu d'avance. En tout cas, on va clôturer cet atelier sur le financement. Merci d'y avoir participé en nombre. Et en nombre en présentiel et en distanciel. Je veux remercier nos intervenants, Sylvie Bonin pour BPI France, Aurélie Maury pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Claude Gagnol pour l'Imagrin. Clin d'œil également à mes collègues pour la préparation de cet atelier, notamment Hélène. Et puis merci à vous, participants, de nous avoir suivis en présentiel et en ligne. Restez bien connectés avec nous à suivre les clôtures de ces premières journées régionales de l'agroalimentaire. Ravi d'avoir pu partager ce moment avec vous. À bientôt. Est-ce que vous m'entendez? Cette fois-ci, merci. Merci pour cet atelier. Je reprends la parole pour les quelques mots de conclusion et vous présenter l'intervention de M. Assemat pour le ministère de l'Agriculture qui va clôturer notre journée, nos rencontres et nous donner quelques éléments de la position de l'État sur les grands enjeux que la filière agroalimentaire doit affronter et sur les soutiens stratégiques par rapport à ça. Nous allons nous rapprocher du plateau.
Très bien. Avant de terminer, M. Assemat, prenez place, il n'y a pas de souci. Donc, eh bien, pour faire le lien un petit peu avec ce qui vient d'être présenté sur les différentes modalités de comment faire appel en fait, au pouvoir public sur les différents types de financement, je vais laisser la parole à M. Assemat, inspecteur général de santé publique vétérinaire, qui va nous présenter justement la stratégie d'accélération, les grands enjeux sur lesquels le gouvernement veut venir appuyer l'industrie agroalimentaire dans les événements à venir. Ça nous permettra de, un peu comme notre réunion d'ouverture tout à l'heure avec Pascal Pic, de reprendre de la hauteur un petit peu par rapport à ces enjeux. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier les organisateurs de ces rencontres régionales pour cette invitation, qui me permet effectivement de présenter le cadre dans lequel est financée la stratégie d'alimentation durable favorable à la santé. Je travaille au ministère de l'Agriculture, au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, mais la fonction que j'exerce de coordinateur dans le cadre du PIA 4 et du 4e programme d'investissement d'avenir est une stratégie en fait interministérielle, et donc nous sommes rattachés, c'est un peu un détail, mais au secrétariat général pour l'investissement. Je voudrais d'abord vous dire que les travaux, je n'ai pas pu assister à tous les travaux, mais presque à tous les travaux, sont de très grande qualité, ont été de très grande qualité et totalement en phase avec les objectifs qui sont poursuivis par la stratégie. Premier point, mais j'y reviendrai ensuite pour illustrer un certain nombre d'actions qui seront conduites. Pourquoi cette stratégie? Eh bien, d'abord, elle doit répondre aux principaux enjeux qui sont identifiés, que l'on peut résumer en 3 points. Le premier point, c'est celui du lien très étroit entre l'alimentation et la santé de nos concitoyens. Notre alimentation, c'est un déterminant majeur de la santé, avec le tabac, l'alcool, l'activité physique, je crois que chacun le sait. Plus le temps passe, plus on comprend à quel point l'alimentation est un élément essentiel. Et la crise sanitaire, d'ailleurs, au travers notamment des comorbidités et des conséquences beaucoup plus importantes pour les personnes qui souffrent de comorbidités, dont une certaine proportion vient de mauvaises habitudes alimentaires parfois, l'a confirmé. Donc, premier point, le lien étroit entre alimentation et santé. Le deuxième, c'est la transition écologique. Nos systèmes alimentaires ont un impact très important, à la fois sur le climat et sur la biodiversité. On estime, pour ce qui concerne des émissions de gaz à effet de serre, que 30% environ de notre empreinte carbone est liée au système alimentaire, de la production jusqu'au consommateur. Ça inclut à la fois la production agricole, les industries, le transport, en incluant l'ensemble. On a environ 30%. Et évidemment, pour répondre aux objectifs que nous avons, il faut que le secteur agricole et alimentaire soit mobilisé. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu de souveraineté. On en parlait moins avant la crise sanitaire, mais il a été mis en évidence, des fragilités ont été mises en évidence et c'est illustré notamment par les propos le 12 mars, vous vous en souvenez peut-être, le 12 mars 2020 du président de la République qui avait dit, avant donc le premier confinement, 12 mars 2020, déléguer notre alimentation, il parlait aussi d'autres sujets, mais déléguer notre alimentation est une folie, bon, c'est les termes qu'il avait utilisés, et il ajoutait, nous devons en reprendre le contrôle. Donc l'enjeu alimentaire est désormais tout à fait en haut de la prise de conscience, de la pile des priorités. 2 mots maintenant sur le programme d'investissement d'avenir. Une partie vous a été présentée, je vous parlerai tout de suite de la stratégie alimentation durable favorable à la santé. Il s'agit d'investissement d'avenir, ça c'est dans le nom, mais il s'agit de financer l'innovation et exclusivement l'innovation. Ce n'est pas récent, si on parle du PIA 4, c'est qu'il y en a eu plusieurs avant, et c'est en 2010 environ, après la crise financière, que le premier programme d'investissement d'avenir a été mis en place. Et notamment, il y avait la commission Juppé-Rocard, certains d'entre vous s'en souviennent, qui avait travaillé sur ce que devaient être des investissements pour les générations futures, et les mots justement sont ceux-là, les investissements, je cite, les investissements que nous proposons doivent être au seul service des générations futures. Et cette ambition, qui était celle des années 2009-2010, est toujours celle du PIA 4. Donc, quelque chose de sélectif et qui est uniquement tourné sur l'innovation. 3 objectifs généraux pour le PIA 4. D'abord, la compétitivité économique, point évidemment absolument essentiel et je ne vais pas insister, mais la transition écologique,
est identifié comme le deuxième objectif, les enjeux de souveraineté comme troisième objectif. La nouveauté du PIA 4, c'est d'avoir un volet dit dirigé, avec des stratégies d'accélération, c'est-à-dire que pour le PIA 4, les investissements sont rassemblés autour des thématiques qui ont été choisies, prioritaires, c'est le cas de l'agriculture et de l'alimentation, et ces investissements vont couvrir l'ensemble du continuum, de la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation des procédés, jusqu'au consommateur, dans une cohérence avec l'ensemble des mesures qui sont adoptées. Donc ça, c'est la nouveauté, et on agit donc sur ce continuum, et on agit aussi sur le continuum de la transition agroécologique jusqu'à l'alimentation, car il y a une stratégie alimentation, celle dont je m'occupe depuis le mois de septembre, je ne l'ai pas dit, mais ce n'est que depuis le mois de septembre que je m'occupe de cette stratégie, et un collègue s'occupe de la stratégie agricole qui porte sur la transition agroécologique. Mais les deux sont traités ensemble dans un continuum, dans une logique d'accélérer la transition agroécologique de l'agriculture française, mais en lien avec une alimentation plus saine et plus durable. Voilà donc les principaux points du PIA 4. Il y a une vingtaine de stratégies d'accélération, dont 2, vous le voyez, portent sur l'agriculture et l'alimentation. Encore une fois, ça montre l'importance qui est accordée à ces sujets-là, je crois, avec un degré plus important qu'il y a une dizaine d'années. Maintenant, quelques points sur la stratégie alimentation. 450 millions seront consacrés au cours des 5 prochaines années pour financer l'innovation de la recherche jusqu'à l'industrialisation des procédés. 430 seront consacrés à la transition agricole, donc 880 millions sont consacrés au continuum agricole alimentaire. Pour revenir sur la stratégie alimentation qui a été présentée au mois de novembre, donc elle a été préparée il y a 1 an avec l'ensemble des partenaires et donc de vos représentants au niveau national, et donc elle est déployée seulement depuis le mois de novembre. Donc j'exposerai quelques appels à projets ou voilà, appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés, mais tout cela va se poursuivre au cours des prochaines années. 3 enjeux sont identifiés pour cette stratégie alimentation. D'abord, mieux comprendre les liens entre notre alimentation et notre santé, au travers notamment d'une meilleure compréhension du microbiote, du rôle du microbiote intestinal. Beaucoup de travaux sont conduits depuis une vingtaine d'années pour mieux comprendre ce qu'est le microbiote intestinal, mais il faut passer de ces travaux de recherche à l'application de ce que l'on sait désormais depuis au cours des dernières années. Et ça, c'est un point majeur, mieux comprendre ces liens pour travailler aussi notamment sur les ferments du futur. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est le premier point. Deuxième objectif, accompagner les transitions de l'industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup développé de points là-dessus qui sont en étroite relation, qui font complètement écho à ce qui est prévu dans la stratégie. Et le troisième point, c'est de mieux répondre aux besoins et aux attentes du consommateur d'aujourd'hui, de demain, avec le vieillissement de la population, cela a été évoqué, mais avec aussi des objectifs particuliers de nutrition sur des sportifs ou sur des pathologies chroniques, ou par rapport à la digitalisation aussi, à l'accès du consommateur à différentes innovations. Donc voilà les 3 enjeux, mieux comprendre, accompagner les transitions, répondre aux besoins des consommateurs. Juste quelques exemples, et je vous les cite en relation avec les ateliers auxquels j'ai pu participer. D'abord, sur le sujet du numérique, c'est le premier atelier, il y a là un challenge sur l'éco-agilité, c'est-à-dire la capacité que l'on pourrait avoir avec une nouvelle façon de penser les process alimentaires pour s'adapter, pour être plus agile dans la façon de s'adapter, pour avoir aussi de l'éco-conception dans les process. Il y aura un challenge donc autour de l'éco-agilité, de l'éco-conception qui sera lancé prochainement. Autour des ingrédients et des process, j'évoquais les ferments du futur en relation avec la meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal et de la relation entre notre microbiote et le microbiote, d'une certaine façon, des aliments vivants. Eh bien, on pense qu'il y a beaucoup à faire autour des ferments du futur. Inventer de nouveaux ferments qui vont permettre de mieux transformer les aliments, d'avoir des formulations aussi qui soient, disons, plus légères en termes d'additifs. Donc c'est un sujet qui sera traité, mais aussi avec d'autres actions. Je ne fais que citer ferments du futur. Sur l'attractivité, l'emploi, sachant que, comme ça a été dit ce matin, dans le domaine de l'agroalimentaire, il y a quelques réticences parfois. Il y a une mauvaise image
je crois. Et il faut absolument lutter contre cela. Et donc, vous l'avez peut-être noté, mais il y a un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, qui est transversal à toutes les stratégies du PIA 4 et qui est très richement, enfin fortement doté, puisque ce sont 2,5 milliards d'euros qui sont consacrés à préparer les formations de demain. On appelle cela l'appel à manifestation d'intérêt Compétences et métiers d'avenir, qui a été lancé au mois de décembre dernier et que je vous invite à regarder si vous êtes concerné par ces sujets de formation pour rendre plus attractif l'emploi dans le secteur alimentaire. Ensuite, sur l'approvisionnement local, un appel à manifestation d'intérêt sur les démonstrateurs territoriaux a été annoncé à la fin du mois de décembre. Il s'agit là de penser à la fois la transition agroécologique et les transitions alimentaires à l'échelle des territoires, d'avoir un ensemble de partenaires, dont une collectivité territoriale, bien entendu, qui portera des projets transformateurs, innovants, qui ne sont pas que de l'innovation technologique, ça peut être de l'innovation dans les circuits, dans le côté humain. Et donc, 152 millions d'euros sont consacrés à cet appel à manifestation d'intérêt, qui est opéré par la Banque des territoires, auprès de la Caisse des dépôts. Sur l'économie circulaire, beaucoup d'actions seront dans ce domaine-là, mais il y en a une particulière sur l'alimentarité des emballages, dans le cadre du recyclage des plastiques notamment, de mieux connaître le comportement de certains agents chimiques pour faire en sorte que la circularité puisse se faire aussi au niveau des emballages. Et enfin, je ne veux pas oublier l'appel à projet sur les protéines de légumineuses, et qui est un appel à projet de recherche qui est destiné à des consortiums qui associeront des entreprises avec des instituts de recherche et qui a pour objectif de la sélection variétale des légumineuses jusqu'à la transformation et à la meilleure acceptabilité par le consommateur, de faire en sorte de contribuer à rééquilibrer nos régimes alimentaires, non pas à supprimer les protéines animales, mais à rééquilibrer entre protéines animales et protéines végétales. C'est un enjeu majeur pour notre santé, mais c'est un enjeu majeur aussi pour la santé de la planète, compte tenu de la nécessité, donc de l'impact de réviser cela. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long. En conclusion, je voudrais juste dire que cette stratégie d'accélération va être prolongée dans le cadre de France 2030. France 2030, c'est un financement qui a été annoncé récemment et qui porte sur des sommes importantes, qui va ajouter 1,5 milliard d'euros aux 880 millions actuels sur le continuum agricole et alimentaire. Au cours des prochaines semaines, vous verrez comment France 2030 va être concrètement déployée. Les arbitrages sont en cours et donc nous y verrons plus clair en février et en mars. Mais je crois qu'au cours des 5 prochaines années, il y a vraiment une opportunité assez exceptionnelle pour financer l'innovation. Et je ne peux que vous inviter, si vous êtes concerné par des projets dans ce domaine-là, d'être attentif sur les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt qui sont lancés et à participer à toutes ces actions qui seront conduites et qui ont démarré au mois de novembre dernier et qui seront conduites au cours des prochains mois. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous remercie encore pour votre invitation. Merci. Merci, monsieur Assemat. Bel exercice sans respiration. Ah, heureusement que ça sera disponible en replay, je pense que ça pourra aider. Merci beaucoup. Il va me rester la responsabilité de clôturer donc cette première session des rencontres de l'agroalimentaire. Juste avant, quelques mots de conclusion, quelques mots techniques. Sachez d'abord que les espaces thématiques sont encore ouverts et si lors de la pause déjeuner vous n'avez pas eu l'opportunité encore d'aller rencontrer les organismes, vous avez encore la possibilité d'aller les rencontrer à l'instant au hall numéro 2. Ensuite, sur les aspects, sur les présentations, je parlais du replay, on fait la transition, c'est très bien. La plupart des présentations seront effectivement accessibles en replay, donc dans les jours qui viennent, nous vous adresserons aux personnes inscrites, aussi bien en présentiel qu'à distance, un lien hypertexte qui vous permettra d'aller télécharger les présentations pour pouvoir évidemment les regarder à loisir. Et enfin, concernant les questions, parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas osé poser une question, et également pour les nombreuses questions qui ont eu lieu à distance. Et forcément, vu le format un petit peu contraint de nos ateliers,
Vous savez, je vous l'avais dit en début de journée, c'était difficile de pouvoir, enfin c'était même impossible de pouvoir répondre à la totalité des questions simultanément. Nous allons reprendre, puisque nous les avons intégrées, nous allons reprendre les questions et nous vous répondrons de manière personnalisée par mail. Voilà, ça c'était les points techniques. Et donc, laissez-moi donc vous laisser, je vais vous prendre quelques mots de conclusion. Rassurez-vous, je vais faire un discours rapide. C'est la fin de la journée. Je sais que vous avez beaucoup phosphoré depuis ce matin et je vous remercie pour votre assiduité. Moi, ce que je retiens de ces rencontres de l'agroalimentaire, c'est d'abord la notion qu'avait évoquée Pascal Pic à la fin de sa conférence ce matin, c'est la notion d'écosystème industriel. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu nébuleux, un peu une notion un peu peut-être fantasmatique, mais il a bien fait comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une... si on veut survivre sur des territoires et sur des filières économiques, le raisonnement en fait de la compétition à tout prix porte ses limites. Pour preuve, d'ailleurs, j'en ai parlé d'ailleurs avec la représentante d'une importante entreprise et d'un grand groupe coopératif local, où effectivement on partageait tout à fait ce point de vue que la notion de coopération pour former un écosystème sur un territoire avec de petites entreprises, des entreprises moyennes, des grands groupes, des prestataires de services qui font un ensemble, c'est ce qui permet à un territoire d'être résilient et durable. Ce qui veut dire aussi que les liens avec les structures présentes sur le territoire, qu'elles soient publiques ou privées, doivent également se renforcer. Et d'un autre côté, c'était l'esprit de ces rencontres. C'était également de vous montrer, de vous faire présenter, de vous faire découvrir des structures qui existent, qui sont là pour connecter les entreprises, pour les connecter avec d'autres acteurs, quel que ce soit dans le domaine de la promotion, que ce soit dans le domaine de la formation, de l'emploi ou de la R&D, entre autres. C'est exactement également le rôle, la vocation que se fait l'Agence de développement économique, c'est ce rôle de connecteur entre agents économiques et entre acteurs de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on est à plusieurs, on est plus fort. Et je pense qu'effectivement, c'est l'esprit que ces différents ateliers vous ont montré. Il y a eu 6 ateliers, 6 thématiques. Alors effectivement, ça avait été évoqué lors d'une des questions en début de journée. On aurait pu aborder bien d'autres thématiques, hein, tant le sujet est vaste. Ça veut dire qu'il y a de quoi faire probablement une deuxième, voire une troisième session des rencontres. Je fais un peu de teaser. C'est aussi le fait que ces rencontres, c'est aussi le moyen d'avoir des témoignages, comme je vous le disais ce matin, d'entrepreneurs, de structures qui ont été confrontés à des problématiques d'évolution, d'adaptation, qui ont essayé des pistes, qui donnent des résultats plus ou moins importants. On sait très bien que la réussite est au bout d'un long chemin, parfois d'échecs ou de découragement, mais qu'on sait que c'est la ténacité et de nouveau le terme de résilience qui est important. Et c'est ça qui, pour moi, est à retenir, c'est que face à des enjeux qui, des fois, notamment pour les petites entreprises, paraissent insurmontables, il y a toujours un moyen, par de la volonté et par de bonnes rencontres, je dirais, de bonnes opportunités, de trouver des pistes pour avancer. Enfin, je vais terminer par les remerciements de circonstances. Je tiens à remercier toutes les entreprises qui ont accepté de passer du temps, d'accepter de se dévoiler un peu sur leur démarche. Donc, merci infiniment à tous les représentants des entreprises qui sont venus aujourd'hui faire état un petit peu de leur ressenti et de leur vécu et partager leurs expériences. C'est essentiel, c'est quelque chose sur lequel on croit beaucoup, nous, au sein de l'agence. Je remercie également toutes les structures d'accompagnement qui, elles aussi, ont contribué à la fondation des ateliers, à l'animation des ateliers, et également qui ont été présents aujourd'hui, qui ont, pour la plupart, bravé les éléments ou les conditions sanitaires, loin d'être simples, effectivement, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Et puis, je vais terminer par les partenaires fondateurs de ces premières rencontres, que sont, bien sûr, les services de l'État, le Conseil régional, bien sûr, qui nous a dit, oui, effectivement, c'est important, vu l'importance de cette filière, que on puisse proposer quelque chose dédié à l'industrie agroalimentaire, parce qu'elle le mérite très largement, vu son poids, vu le marqueur territorial qu'elle représente pour la région. Je vais remercier également toutes les autres structures, bien sûr, qui nous ont aidés depuis le début, et ça fait plusieurs mois, et après bien des déboires de report à cause de ces conditions sanitaires, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, l'ARIA Auvergne-Rhône-Alpes, la coopération agricole, le cluster bio, les pôles de compétitivité, Végépolis Vallée et Innovalliance. Merci à tous aussi d'avoir contribué. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous repartez avec au moins des idées, voire des pistes. Et à la prochaine fois pour la seconde édition des rencontres régionales de l'agroalimentaire. Merci.